Son- Oui, tout à fait. Madame Hiver, si vous voulez partager votre écran, me dire si ça fonctionne toujours très bien. Et puis on commence dans 1 minute, le temps que les pharmaciens puissent se connecter. Ça marche. Merci. On va peut-être pouvoir commencer. Je ferai rentrer les pharmaciens au fur et à mesure, si ça vous convient. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire d'1 demi-heure sur le moustique tigre, organisé par l'ARS Pays de la Loire et l'URPS Pharmacien. Je me présente très rapidement, Anne-Claire Roger, je suis coordinatrice pour l'URPS Pharmacien. Monsieur Alain Guignot, le président de l'URPS Pharmacien, est également connecté, ainsi que Madame Blandine Wapre, vice-présidente, et Karine Vérel, qui est pharmacien missionné pour l'URPS Pharmacien, et Denis Massé également. Donc, on a des représentants de l'Union présents. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez y avoir accès sur le site internet de l'URPS Pharmacien. Si jamais vous avez manqué quelques éléments. Pour le bon déroulé de cette visio d'1 demi-heure, je vous demanderai de couper vos micros. Le chat est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions en même temps, et on laissera évidemment un petit temps, 5 minutes à la fin, si ça vous convient, Madame Hiver, Madame Masse, pour voilà, avoir un petit temps d'échange questions-réponses. Donc, je remercie Madame Gwenaëlle Hiver, responsable prévention santé environnementale à l'ARS Pays de la Loire, et Madame Masse, médecin à la cellule veille et alerte de l'ARS, voilà, pour leur intervention autour du moustique tigre et puis les conseils qui peuvent être donnés au comptoir par les pharmaciens. Je vous laisse la parole. Excusez-moi. Attends. Vas-y. Je pense que ça va être bon. Si. Oui. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais commencer effectivement dans un premier temps par rappeler quelques généralités sur les arbovirus transmises par le moustique. On ne voit pas votre écran. Le partage d'écran était là tout à l'heure, mais il n'est plus là. Voilà, merci. Donc, comme je disais, je vais évoquer dans un premier temps les arbovirus transmises par le moustique tigre. J'évoquerai ensuite donc la protection anti-moustique et enfin, dans un dernier temps, les conseils aux patients symptomatiques. Donc, les arboviroses transmises par le moustique tigre sont la dengue, le chikungunya et l'infection à virus Zika. Donc, arbovirus, ça signifie virus transmis par les arthropodes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ces 3 maladies qui sont des arboviroses. La fièvre jaune qui apparaît sur le diaporama n'est pas transmise par le moustique tigre, mais par d'autres moustiques, donc je ne l'évoquerai pas aujourd'hui. Donc, le moustique tigre, qu'on appelle Aedes albopictus, il a cette capacité à transmettre l'infection par le virus, l'infection à virus Zika, la dengue et le chikungunya. Il n'est pas directement porteur, mais il peut, en piquant une personne malade pendant la période de virémie du malade, qui correspond à la présence d'un de ces virus dans le sang, il a cette capacité, après une incubation d'environ 1 semaine, à retransmettre la maladie chez un homme sain à l'occasion d'une nouvelle piqûre. Donc, ces 3 pathologies, elles sont endémiques dans les pays tropicaux et subtropicaux. Il y a notamment une épidémie de dengue
actuellement aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. On a encore peu de ces pathologies dans notre région. Ce sont des pathologies, les cas qu'on a en tout cas sont des cas importés, mais avec l'augmentation de l'implantation du moustique tigre, voilà, on se prépare à avoir quand même des cas autochtones, comme c'est déjà le cas dans le sud de la France, en lien avec cette colonisation par ce moustique. Donc, le chikungunya, la dengue et le Zika, quels sont les symptômes de ces 3 maladies? Donc, les symptômes sont assez peu différenciables. On retrouve de la fièvre élevée d'apparition brutale, des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête, avec notamment, par exemple, pour la dengue, des douleurs rétro-orbitaires. On peut avoir des éruptions cutanées, en particulier pour l'infection à virus Zika. Et ces diagnostics sont à évoquer en l'absence de signes respiratoires, ce qui en fait un peu une des spécificités. Il faut savoir qu'il y a des cas asymptomatiques assez fréquents, en particulier pour la dengue et le Zika. Et généralement, après une semaine d'évolution, la maladie évolue favorablement. Mais il peut y avoir de temps en temps des complications. Alors, ces complications, quelles sont-elles? Pour la dengue, c'est surtout le risque hémorragique, avec des saignements qui peuvent survenir typiquement après 2 à 3 jours d'évolution d'une maladie classique. Le risque est plus élevé en cas d'antécédent de dengue. C'est le principal facteur de risque. Le chikungunya, ce qui est plus embêtant, c'est les douleurs articulaires qui peuvent persister, donc douleurs articulaires chroniques. Et le Zika, ça peut, si c'est une femme enceinte qui contracte cette maladie, il y a un risque de transmission de la mère au fœtus avec des risques de malformations congénitales, notamment à type de microcéphalie. Et on a également, pour tous les malades, un risque de polyradiculonévrite aiguë inflammatoire suite à l'infection, qu'on appelle également syndrome de Guillain-Barré. Pour ces 3 maladies, il n'y a pas de traitement spécifique, ça reste un traitement symptomatique avec une contre-indication des AINS en raison du risque hémorragique. Il n'y a pas de vaccin, en tout cas, il n'y a pas de vaccin utilisable à grande échelle. On a quelques vaccins, un vaccin utilisable pour des indications spécifiques pour les personnes qui vivent dans des zones endémiques et qui ont déjà des antécédents de dengue. Et on a un vaccin dont on attend les recommandations de la HAS, c'est le Qdenga, mais pour l'instant, c'est encore en cours. Ces 3 maladies, chikungunya, dengue, Zika, ce sont des maladies qui sont à déclaration obligatoire. Voilà, j'en profite pour expliquer un petit peu nous ce qu'on fait à la cellule de veille de l'ARS. Donc, tout cas confirmé biologiquement doit nous être signalé par des professionnels de santé à l'aide du feuillet CERFA. Je vous ai mis un exemple ici, au point focal régional de l'ARS dont j'ai remis les coordonnées. Nous, une fois qu'on a ces cas, en fait, on appelle chaque cas. Et pour ces cas, en fait, on retrace le parcours du patient pendant sa période de virémie en métropole. On a aussi, à l'occasion de cet appel, on redonne les conseils de protection contre les moustiques. Et si le cas, une fois avoir retracé le parcours, si le cas a fréquenté la métropole pendant sa période de virémie, c'est là qu'on transfère les informations au service santé-environnement de l'ARS pour voir en fait s'il y a du moustique, si le patient malade a pu croiser un moustique tigre et éventuellement mettre en place des mesures de lutte antivectorielle par exemple à son domicile. Donc, les conseils de protection contre les moustiques, pour les voyageurs spécifiquement, ça concerne les voyageurs à destination des pays à climat chaud ou tropical. Donc, les conseils, évidemment, c'est d'éviter les piqûres de moustiques à la fois pendant le séjour, mais également lors du retour en métropole pour éviter une transmission secondaire de ces maladies. Donc pour cette diapositive, là, je me suis basée sur les recommandations aux voyageurs du Conseil de santé publique. Donc, j'ai mis les liens en fin de diaporama. Vous pourrez, si nécessaire, voir plus de détails sur ces mesures recommandées. Donc, on peut recommander aux patients l'usage de répulsifs cutanés,
en particulier sur les parties du corps non couvertes par les vêtements, notamment les répulsifs pour une AMM à base de DEET par exemple. Dormir la nuit sous une moustiquaire éventuellement imprégnée d'insecticides. Donc l'imprégnation, elle est surtout utile pour les zones où il y a du paludisme. Et on recommandera aussi le port de vêtements légers, amples et couvrants. On peut, en complément de ces mesures, proposer l'utilisation de diffuseurs électriques d'insecticides à l'intérieur des habitations, des raquettes électriques, l'utilisation de bombes insecticides, la climatisation éventuellement, la ventilation devant une fenêtre, ça permet de repousser une partie des moustiques pour éviter qu'ils rentrent à l'intérieur des habitations, et l'utilisation de serpentins fumigènes éventuellement à l'extérieur. On évitera en revanche de recommander des mesures qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, c'est-à-dire les bracelets anti-insectes, les huiles essentielles, les appareils sonores à ultrasons, les vitamines B1, homéopathie, ruban, papier et autocollants gluants sans insecticides. Enfin, et ça me semblait important de le rappeler, les recommandations vis-à-vis des insecticides et puis également des répulsifs cutanés, il y a toujours une balance bénéfice-risque, bénéfice individuel versus risque en l'état actuel des connaissances sur l'environnement et sur l'homme. Donc ça reste toujours à pondérer pour un patient qui part en zone tropicale, clairement avec des zones endémiques de chikungunya, de dengue ou de Zika. Je pense que la question ne se pose pas, mais je vais l'évoquer ensuite. C'est peut-être différent pour les personnes qui ne voyagent pas. Là, je vous ai remis, et pareil, vous aurez le lien en fin de diaporama, quelques affiches de Santé publique France qui résument assez bien mon propos d'aujourd'hui, avec les mesures à prendre si on part en zone d'endémie, et puis les conseils devant amener à consulter un médecin, mais ça, je vais y revenir juste après. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en l'absence de retour de voyage en zone d'endémie ou de symptômes évocateurs, on peut limiter l'usage des répulsifs et des insecticides et privilégier plutôt les mesures non chimiques, type port de vêtements longs, moustiquaires, ventilation. On peut rappeler et rassurer quand même les personnes quant au fait qu'il n'y a pas eu, en tout cas jusqu'à présent, en Pays de la Loire, de dengue, de chikungunya ou de Zika autochtones, mais uniquement des cas importés. C'est vrai que ça risque d'arriver, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, le risque, il est quand même relativement faible d'attraper une de ces pathologies via le moustique tigre. Et encore une fois, ce n'est pas le moustique qui est porteur lui-même du virus, mais il faut qu'il ait auparavant piqué une personne malade. On pourrait être un peu plus vigilant si on a des patients qui ont des symptômes et qui reviennent, qui n'ont pas voyagé, mais qui, en tout cas, pas voyagé dans des zones d'endémie connues, mais qui reviennent de France dans des zones colonisées par le moustique, notamment le sud de la France. Et je vous ai remis la carte de Santé publique France avec les communes colonisées par le moustique tigre, qui montre bien que le sud est quand même encore plus impacté pour le moment. Pour ce qui concerne les patients qui reviendraient de voyage avec des symptômes, donc les consignes générales que j'ai remises, évidemment, c'est de consulter un médecin en cas de fièvre brutale, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée, conjonctivite. La conjonctivite, je l'ai remise, mais c'est plutôt en lien avec la fièvre jaune plutôt qu'en lien avec les arboviroses que j'évoque aujourd'hui. Ces consignes-là, elles sont valables, alors sachant que l'incubation de la dengue, du chikungunya et du Zika, c'est en général maximum une semaine, en tout cas 2 semaines, pour la dengue, qui est quand même la plus fréquente de ces arboviroses. Ça c'est valable en particulier 2 semaines après le retour de voyage. Quelques signes d'alerte qui tombent un peu sous le sens, mais qui me paraissaient importants de rappeler, qui doivent, si éventuellement un malade se présentait dans une pharmacie, qui doivent l'amener à faire consulter rapidement, ce serait une fièvre supérieure à 39 degrés après 5 jours d'évolution, des signes digestifs, des saignements en lien avec le risque hémorragique de la dengue, ou une hypotension, malaise, trouble de la conscience. Enfin, et ça, je pense que c'est peut-être pas quelque chose où on a toujours les réflexes, mais pour ces patients-là de retour de voyage et symptomatiques,
il est important de rappeler de se protéger des piqûres pour éviter la survenue de cas secondaires pendant la période de virémie du malade qui correspond en fait jusqu'à 7 jours après les premiers symptômes. On conseillera en plus à ces patients de limiter les déplacements, même si généralement c'est ce qu'ils font spontanément parce qu'ils ne sont pas très en forme, mais nous en tout cas quand on les a au téléphone, c'est ce qu'on leur conseille. Les autres mesures que j'ai évoquées juste avant sur les protections contre les moustiques sont valables évidemment. Et un petit point spécifique sur l'infection à virus Zika, qui est une infection sexuellement transmissible et qui nécessite d'avoir des rapports sexuels protégés. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut conseiller en cas de suspicion d'infection à virus Zika ou de cas confirmés. Il faut avoir des rapports sexuels protégés pendant 3 mois environ. Voilà, et je laisse la parole à Gwenaëlle pour la suite. Bonjour à tous. Alors moi, je vous propose de revenir un tout petit peu sur ce moustique et surtout la situation en Pays de la Loire et les conseils que vous pouvez donner aussi à vos patients sur leur action à leur niveau dans leur environnement. Donc, quelques éléments clés sur ce moustique. Donc, évidemment, il est originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. En fait, il a été importé en France par le transport maritime, aérien de biens et de personnes. Et en France également, son déplacement sur le territoire se fait par le transport d'œufs dans nos voitures, dans nos bagages ou alors dans le transport maritime. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que c'est un moustique assez peu mobile en fait. On estime qu'il évolue environ 150 mètres autour de son lieu de naissance. Donc, quand on se fait piquer par un moustique, en fait, il est né tout près de chez nous en fait. Donc, d'où l'intérêt d'agir dans son environnement proche. Son habitat, donc il vit à l'extérieur. Une chose importante aussi, c'est qu'il est diurne, donc il pique en journée, contrairement à notre moustique commun qui se manifeste souvent à la tombée de la nuit. Celui-là peut piquer en journée. Il fait peu de bruit aussi, contrairement à celui qu'on connaît habituellement. Et donc, il pond dans des petites quantités, sur des récipients en présence d'eau. Donc, ça peut être des très petites quantités d'eau. Donc, on va s'intéresser à tous les récipients qui peuvent retenir de l'eau après la pluie, par exemple, dans le jardin, sur le balcon, etc. C'est la femelle qui pique, puisqu'elle a besoin de sang humain pour la maturation des œufs. Ce n'est pas son repas, ce n'est pas son mode d'alimentation. C'est vraiment lié à la maturation des œufs. Et un adulte vit environ 1 mois. Il peut pondre à chaque fois, une femelle va pondre environ 150-200 œufs à chaque fois. Ça peut être tous les 10 jours. Donc, ça peut aller assez vite. Et puis, on dit qu'il est aussi, il est réputé pour être très agressif. Donc, il pique de nombreuses fois et la piqûre, alors je ne l'ai pas expérimenté, mais semble douloureuse. Vous avez ici des repères sur sa petite taille. Il est plus petit que notre moustique commun habituel et il est très reconnaissable à sa bande blanche sur le thorax et le haut de la tête. Mais il faut bien l'avoir sous les yeux pour pouvoir repérer ça. Donc, en Pays de la Loire, il est présent actuellement puisqu'on pose des pièges pondoirs en fait qui permettent de repérer justement où le moustique tigre est implanté. Donc, on considère qu'il y a 32 communes à la fin de l'été 2023 où le moustique était durablement implanté et ce répartis sur les 5 départements. En haut à droite de la slide, vous voyez la dynamique de colonisation dans la région. Et c'est vrai que 2023, ça a été une année où en tout cas la dynamique a changé d'ampleur et on risque d'être sur une dynamique qui va être exponentielle de ce type. Donc, on s'attend à ce que 2024 soit encore une année où on aura encore plus de communes où il sera vraiment implanté. Alors, en complément de ce dispositif de piège pondoir que l'ARS organise en lien avec un laboratoire qui est Innovalis actuellement, on a un dispositif aussi de signalement citoyen. Donc ça, c'est peut-être un des premiers gestes auxquels vous pouvez inciter vos patients, c'est-à-dire qu'ils peuvent, lorsqu'ils pensent être confrontés à un moustique tigre, donc le prendre en photo et le signaler sur cette plateforme qui est nationale et gérée par l'ANSES.
C'est particulièrement important pour nous dans les communes qu'on considère comme n'étant pas colonisées aujourd'hui, puisque on a un entomologiste qui va faire une lecture des photos et ça peut enclencher une enquête à la suite. Sur les communes qui sont déjà colonisées, la personne recevra un message automatique d'information sur le moustique, puisqu'on a déjà la connaissance de la présence du moustique. Mais voilà, ça, donc, je vais vous présenter des éléments de communication. Là, vous voyez une des affiches du kit de communication que l'ARS a développé et qui est mis à votre disposition sur le site ARS. Donc, cette affiche, vous pouvez tout à fait la télécharger, la mettre dans votre officine pour inciter à signaler. Le deuxième aspect, donc on a dit que le moustique, la femelle moustique pondait dans des petits réservoirs d'eau. Et là, vous avez un échantillon de situations tout à fait communes autour de nos jardins qui peuvent constituer ce qu'on appelle des gîtes larvaires, donc des endroits où la femelle moustique peut pondre. Donc, ça peut être une bâche qui n'est pas bien tendue, qui va constituer une réserve d'eau. Ça peut être le récupérateur d'eau de pluie s'il n'est pas couvert. Ce sont les jeux d'enfants qui peuvent parfois constituer un réservoir, les coupelles de pots de fleurs, un arrosoir qui traîne, enfin, ou qui reste dehors, pardon, un seau, etc., etc. Donc, pour tous ces éléments, donc nous, on va essayer de passer 2 messages à la population avec 2 mots-clés qui sont vider et couvrez. Vider toutes les semaines les objets qui peuvent retenir de l'eau après la pluie. Couvrez par un couvercle hermétique ou une moustiquaire les récupérateurs d'eau de pluie. Donc, dans notre flyer de communication qu'on a développé, il y a aussi des astuces du type mettre du sable dans les coupelles de fleurs qui peuvent permettre de conserver la plante au frais sans forcément pouvoir stocker de l'eau. Donc, sur ma dernière diapo, je vous présente donc dans son ensemble le kit de communication. Donc, il y a des affiches, il y a une plaquette que vous voyez sur la droite, des courtes vidéos en stop motion et des encarts pour réseaux sociaux. Le dernier qui va être ajouté au kit est une checklist que les habitants peuvent vérifier qu'ils ont bien fait tout ce qui est recommandé dans leur environnement proche. Donc, ces outils sont tous téléchargeables sur le site de l'ARS et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des demandes pour disposer de versions papier du flyer ou des affiches auprès du service communication de l'ARS. Voilà, on peut garder un petit temps pour les questions. Merci Gwenaëlle, on en a déjà une dans le chat. Est-ce que les piqûres ont des signes de reconnaissance visuelle? Est-ce qu'une piqûre de moustique tigre ressemble à une piqûre de moustique classique C'est ça. Alors, à part cette histoire qu'elles sont douloureuses, je crains que physiologiquement, l'une ressemble à l'autre. J'ai pas connaissance. D'accord. Spécificité. Ok, pas de spécificité visuelle. Merci. Et puis, le côté diurne, la piqûre en journée, qui peut être caractéristique aussi. On a une deuxième question. Est-ce que la Mayenne est colonisée par le moustique tigre? Alors, peut-être que je peux remontrer la carte. Effectivement, en Mayenne, il y a alors vraiment Château-Gontier qui est concerné. Alors mince, on a la liste à gauche là. Non, c'est cassé. Ouais. Voilà. Château-Gontier, Renazé, mais je sais qu'on l'a détecté plusieurs fois à Laval l'année dernière, donc on s'inquiète un petit peu sur le fait qu'il s'implante à Laval. Mais on va voir ça cette année. En fait, la saison du moustique tigre a commencé en mai, là, hein, donc on a lancé nos surveillances depuis à peine un mois. Ok, Gwenaëlle, vous parlez de saison. Est-ce que l'hiver, le moustique tigre survit par rapport au moustique normal? Alors, tous les moustiques meurent l'hiver en vérité, mais par contre, c'est les œufs qui survivent l'hiver. Et donc, on appelle ça la diapause. Donc, en fait, les femelles, alors là, c'est vrai pour toutes les espèces de moustiques, je crois, les femelles vont pondre jusqu'à l'automne. Enfin, nous, on considère que ça peut arriver jusqu'au 1er novembre. Et puis ensuite, ces œufs restent en diapause et peuvent résister au froid, au sec, à l'absence d'eau. Hein, donc, ils vont survivre sur les parois où la moustique a
a pondu et ce sont ces œufs-là qui sortent de diapause et qui donnent les premiers moustiques adultes au mois de mai quand les conditions météorologiques sont à nouveau rassemblées. Ok, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il nous reste 3 minutes. Vous avez dû être très clair. Ah oui, merci. Cette diapo, elle est importante si jamais les pharmaciens En tout ont cas, oui, besoin je d'infos. vous invite à Mm. aller sur le site de l'ARS. Hein, si vous tapez kit communication moustique sur le site de l'ARS, vous allez retrouver ces outils. Vous pouvez soit imprimer à votre niveau, soit nous signaler votre besoin. Un nouveau message. Ah oui, il y a une dernière question sur comment visualiser le replay. Alors, nous, l'URPS Pharmacien, on le met en ligne sur notre site. On fera sur le site de l'URPS Pharmacien Pays de la Loire. On le mettra aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et puis, on peut vous l'envoyer, là, tous les pharmaciens aussi inscrits, on pourra le renvoyer en publi-postage. Je parle sous le contrôle de M. Guimino. Mais voilà, on peut l'envoyer par mail à tous sans aucun problème. Alors, chez nous, ils ont installé des pièges à frelons asiatiques, mais à quoi ressemble un piège pour moustique tigre? Alors, un piège pour moustique tigre, il faut bien qu'on soit d'accord sur l'objectif. Hein, c'est un piège qui permet de repérer l'existence de moustiques. Donc, c'est vraiment les pièges qu'on utilise sont à vocation de connaissance. Et ça ressemble physiquement à un seau noir avec de l'eau dans lequel flotte un rectangle de polystyrène parce que ce rectangle de polystyrène est tout à fait favorable à la ponte. Donc, les femelles moustiques vont venir pondre sur ce flotteur au ras de l'eau, justement. Donc, les conditions sont favorables. Avec ces pièges et puis des phéromones qui les attirent, hein, bien entendu, on peut repérer de cette manière la présence de moustiques sur une zone. Ça n'est pas un piège proposé pour les habitants pour lutter contre le moustique. Ouais. Juste pour revenir sur l'envoi là, du replay, on l'enverra aussi dans notre newsletter mensuelle. Hein. L'URPS Pharmacien envoie une newsletter mensuelle chaque début de mois à l'ensemble des pharmaciens. Donc, on remettra aussi le replay avec un second article qu'on est en train de préparer avec l'ARS Pays de la Loire sur des éléments concrets de conseils et autres autour du moustique tigre. On a des remerciements dans le chat. Merci à vous. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci. On va pouvoir clôturer. Merci beaucoup pour cette intervention très efficace. Organiser ce temps-là. Merci à tous. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.